Trouver comme chaque après-midi avec nous depuis New York, le président de Mescart Financial Services, c'est Grégory Volokhin. Bonjour Grégory. Bonjour Grégoire. Bon, le marché américain qui s'apprête à ouvrir en baisse chez vous, là, qu'est-ce qui fait l'actualité ce matin à New York pour les marchés? Il y a deux choses, je dirais. Principalement, c'est que le budget 2015 a finalement passé l'écueil du vote de la Chambre des représentants, mais ça a été vraiment dur, puisque d'une certaine façon, on peut dire que la gauche des démocrates et la droite des républicains ont tout fait pour empêcher ce vote qui aurait donc, ce qui aurait donc amené un gel du gouvernement, de nouveau à une fermeture du gouvernement américain. Et pourquoi est-ce qu'ils ont essayé d'empêcher de passer ce budget? C'est parce que ce budget élimine un point très important de la loi Dodd-Frank qui régularise le système financier, élimine l'obligation pour les banques de mettre hors bilan leurs activités de produits dérivés. Les banques se sont battues et on peut dire que les banques ont gagné cette première bataille. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour répondre à votre question, les marchés sont absolument fixés en ce moment sur le cours du pétrole, et pas forcément sur le cours du pétrole de la mer du Nord, mais sur le WTI qui approche là vraiment des niveaux extrêmement bas vers les $58. Oui, effectivement, on est à nouveau en baisse de 2%. On n'arrive pas à rebondir sur le pétrole et c'est vrai qu'il y a une corrélation assez directe désormais là entre les actions et les cours du pétrole. On l'a vu sur l'ensemble de la semaine. Nous, à Paris, on est parti pour avoir peut-être la plus mauvaise semaine de l'année. Les indices américains sont en baisse avant l'ouverture. Sur les indices futurs, là, on recule de 0,4-0,5% environ, 0,6-0,5% pour les principaux indices américains. Grégory, merci. On vous retrouvera juste après l'ouverture aux alentours de 15h45 pour commenter avec vous eh bien, les derniers événements et les dernières actualités à Wall Street. À New York. Et on va retrouver Grégory Volokhin, le président de Mescart Financial Services à New York. Rebonjour Grégory, c'est vrai qu'on le remarquait déjà avec vous tout à l'heure. Il y a une très nette corrélation désormais entre la baisse du pétrole, des cours du pétrole, et la baisse des actions. C'est vrai à Wall Street, c'est encore plus vrai, j'ai envie de dire, en Europe. Oui, il y a un économiste de UBS qui disait d'une façon assez intéressante qu'il ne voulait pas utiliser le terme Wall Street contre Main Street. Alors je m'explique. Qui souffre le plus en fait de la baisse du pétrole? C'est évidemment les investisseurs, c'est les banques d'investissement, c'est les gens qui ont des actions dans le secteur de l'énergie ou des services. Qui profite le plus de la baisse du pétrole? C'est le Main Street, c'est-à-dire c'est l'Américain de tous les jours quand il va faire son plein d'essence à la pompe ou qu'il paye sa facture d'énergie. Donc c'est clair que là il y a un clivage qu'on voit aussi vraiment nettement dans le marché. Toutes les actions qui sont liées à la consommation, même aujourd'hui par exemple, se portent bien. Vous regardez Walmart, vous regardez Home Depot, vous regardez les compagnies aériennes comme vous le disiez. Et puis par contre, les actions qui sont plus liées, je dirais, à une économie qui dépend un peu de l'énergie, ça va beaucoup moins bien, que ce soit des financières ou même des grandes compagnies telles que UTX ou IBM. Bon, et puis Lending Club, on continue de suivre quand même un petit peu ce qui se passe. Ça se passe encore bien. Le titre prend encore 4% après la hausse de 56%, je crois, hier en clôture. Grégory, vous avez des chiffres très intéressants, je crois, sur ce qu'on appelle ces fonds de capital risque, ces fonds de venture capital là, qui ont participé, ont permis d'une certaine manière la création et l'aventure Lending Club avant cette phase d'entrée en bourse, évidemment qui voit le risque pris rémunéré aujourd'hui et rémunéré de très belle manière. Oui, alors vers 2006-2007, quand Renaud Laplanche cherchait des fonds pour lancer et développer sa compagnie, il a été voir des tas de fonds. Et les fonds qui ont mis de l'argent à ce moment-là, c'est pas forcément des fonds d'investissement de capital à risque connus, ni chez nous ni chez vous. Il y en a un qui s'appelle Canaan, par exemple, un autre qui s'appelle Canvas. Prenons le cas de Canvas. Canvas, ils ont mis 14 millions de dollars dans les années 2007. Et hier, ces 14 millions de dollars étaient valorisés à 980 millions de dollars. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait un profit de 8000%. Alors, évidemment que ça s'appelle du capital à risque, ça s'appelle surtout du jackpot.
Mais c'est clair que quand ces fonds de capital risque mettent même 10 millions, 12 millions de dollars sur la table, ils peuvent totalement les perdre. Voilà le risque. Et là, le risque. Et il y a des tickets qui perdent, c'est ce qu'il faut dire. Oui, il y a beaucoup de tickets qui perdent et pour allez, je sais pas, 10 tickets perdants, parfois il y a un ticket gagnant. Et effectivement, là, ça permet d'être récompensé, on va dire. Absolument. Alors donc, qui a été récompensé le plus, ça a été ces fonds d'investissement qui sont arrivés au tout début de l'histoire. Et ce qui est assez intéressant, c'est de regarder, par exemple, qu'en ce moment, Monsieur Laplanche, qui est quand même assez génial dans ce qu'il a fait, ne détient que 2% du capital de la compagnie, puisqu'il y a eu beaucoup de ces fonds qui sont rentrés quand la compagnie avait besoin de se développer. Bon, parmi les autres infos qui font l'actualité. Bon, on a eu ce budget voté à la Chambre. Là aussi, c'est une incertitude levée pour le marché. On risquait un nouveau shutdown là, face à cette période un peu compliquée. On est obligé de fermer temporairement des administrations pour boucler les fins de mois aux États-Unis, hein, pour faire simple. Bon, ça c'est évité. L'autre incertitude, évidemment, ce sera la Fed la semaine prochaine, Grégory. Oui, et je dirais c'est peut-être encore ça ce qui pèse un peu sur le marché, mais moi je me pose surtout la question suivante. Plus vous avez une baisse du cours des matières premières, plus comme on le voit aujourd'hui avec les prix de gros, hein, le CPI, le prix de la production, une baisse, ou en tout cas pas d'inflation, puisque là le prix à la production était en baisse sur le mois de 0,2%. Plus on a ce phénomène donc de manque d'inflation, moins la Fed va être obligée ou pressée de remonter les taux. Et même, je dirais que une remontée des taux maintenant au mois de juin dans cet environnement non inflationniste ou désinflationniste, à mes yeux, est beaucoup plus risqué que si on avait justement de la pression sur les prix. Donc c'est un très gros dilemme, je pense, pour la Fed. Ils pourraient tout à fait rester avec les taux tels qu'ils sont, mais est-ce que d'une façon doctrinaire, ils vont se dire bon, maintenant ça suffit, ça fait 5 ans de quantitative easing, c'est le moment de remonter les taux. Et je dirais pour le marché, remonter les taux à un moment où il n'y a pas du tout d'inflation, où il n'y a pas de power pricing, et en plus où il y a ce vent contraire qui peut venir de certains problèmes qui découlent de la baisse du cours de l'énergie, pourrait être assez difficile à négocier pour les marchés. Ouais, mais ça, c'est, je dirais, l'histoire pour la deuxième moitié de l'année prochaine, c'est pas encore l'histoire pour aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que le marché obligataire là est pas du tout en train de relever ses anticipations. Hein. On est à 2,10 à peine sur le 10 ans américain. Évidemment, c'est un indicateur qui montre que le marché n'anticipe pas un relèvement prématuré des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine. Ça, ce sera la semaine prochaine, 17 décembre, donc pour la dernière réunion de l'année de la Fed. Et puis, on peut dire un mot aussi peut-être de la réflexion de Lloyd Blankfein, c'est le patron de Goldman Sachs, à propos des statistiques chinoises. Hein. C'est vrai qu'on en parle régulièrement, Grégory, la fiabilité de ces statistiques chinoises. Bon, là-dessus, Lloyd Blankfein, il est pas dupe de la situation, on va dire. Je dirais il a été très clair en fait. Il a été très clair sans être clair, puisqu'on a demandé mais qu'est-ce que vous pensez de ces statistiques? Est-ce qu'elles sont fiables? Il a répondu je n'en sais rien. Est-ce que je devrais le savoir? C'est une boutade, mais c'est une boutade qui en dit vraiment, je pense, long. Et n'oubliez pas que quand même, on sait très très bien que Goldman Sachs a été d'un très gros investisseur dans des banques chinoises, dans beaucoup de banques chinoises. Donc, ils doivent en savoir plus que nous, en principe, sur justement la fiabilité de ces statistiques. Donc, je prends sa candeur, en fait, comme un signal très très intéressant de ce qu'il faut penser des taux, par exemple, quand on vous dit, oui, la croissance du GDP en Chine est de 7%. Bon, qu'est-ce que valent ces 7%? Il faut prendre ça avec un grain de sel. C'est la smart money qui s'exprime, donc effectivement, on a toujours une oreille tendue quand un investisseur comme ça s'exprime. Merci beaucoup Grégory Volokin, bonne fin de séance à vous du côté de New York, le président de Mescart Financial Services qui est avec nous chaque après-midi. On va se retrouver dans un instant, journal de l'économie à 16h. Le jackpot en ce moment à New York, Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services. Vers 2006-2007, quand Renaud Laplanche cherchait des fonds pour lancer et développer sa compagnie, il a été voir des tas de fonds. Et les fonds qui ont mis de l'argent à ce moment-là, c'est pas forcément des fonds d'investissement de capital à risque connus, ni chez nous ni chez vous. Il y en a un qui s'appelle Canaan, par exemple, un autre qui s'appelle Canvas. Prenons le cas de Canvas. Canvas, ils ont mis 14 millions de dollars dans les années 2007.
Et hier, ces 14 millions de dollars étaient valorisés à 980 millions de dollars. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait un profit de 8000%. Alors, évidemment que ça s'appelle du capital à risque, ça s'appelle surtout du jackpot. Mais c'est clair que quand ces fonds de capital risque mettent même 10 millions, 12 millions de dollars sur la table, ils peuvent totalement les perdre. Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York. Google n'aura bientôt plus d'ingénieurs en Russie.